В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают: жена, дочь. А я запомнила одно — ночь. Июльский ветер мне метет путь, и рядом музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь. Qu'est-ce qu'il raconte ce poème que vous venez de réciter par cœur? Si vous voulez, c'est son chemin qu'elle chante. C'est la nuit dans sa ville immense. C'est 3 peupliers qui sont en face de sa fenêtre. C'est la cloche qui sonne. C'est la feuille qui est dans sa bouche. C'est les lumières de nuit, comme les colliers. C'est sa marche qu'elle entend. Et c'est ce qu'il dit à la fin, c'est « Libérez-moi de liaison de la journée. Comprenez enfin que je ne suis que dans vos rêves. » Neige, neige, plus blanche que linge, femme lige, du sort, Blanche-Neige, sortilège. Que suis-je et où vais-je? Sortirai-je vif de cette terre? Neuve neige, plus blanche que page. Neuve neige, plus blanche que rage. Slave, rafale, rafale aux 1000 pétales, aux 1000 coupoles, rafale la folle. Toi une, toi foule, toi 1000, toi râle, rafale la soule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle. Cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale, raffole. C'est pas une poésie. Il faut beaucoup de temps pour rentrer dedans, pour la saisir, la comprendre. Elle n'est pas proche. Elle met toujours une distance entre nous. Elle crée des images qui sont vraiment, qui sont à regarder et à explorer vraiment. Catherine Audin. Le poème de la fin et de la montagne, c'est vraiment, il faut, c'est pas immédiat, c'est pas une poésie immédiate du tout. Elle est très métaphorique, elle n'est pas hermétique du tout, mais il faut prendre le temps de rentrer dedans vraiment. Elle est distante. Oui. Mais c'est quand même une poésie qui est faite pour être dite dans la tradition russe. Enfin, c'est une grande tradition de la poésie. On dit la poésie, on la dit en public, on aime la dire. Marina et sa sœur Assia, à 17-18 ans, lisaient leurs poèmes qu'elles avaient faits toutes les deux dans les salons, à des conférences. Et c'était un vrai plaisir de se produire, de dire la poésie.
Une poésie dite et quelquefois même criée. Oui. Et comment vous l'avez... Je faisais un travail sur Rilke et dans les années 80. Et donc la correspondance de Rilke et Pasternak et Tsvetaeva a apparu. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Puis petit à petit, quelques bribes de textes ont paru de Tsvetaeva. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré par le biais de Rilke. Tsvetaeva, c'est la lettre Tse qui n'existe pas en français, qui se traduit donc, mais se trace TS. Tsvetaeva. Tsvetaeva, ça vient du mot tsvet qui signifie fleur ou couleur. Tsvet signifie à la fois fleur et couleur. Et Tsvetaeva, Marina Tsvetaeva. Marina Ivanovna. Quand l'avez-vous rencontré? Tsvetaeva. Mais je l'ai en quelque sorte toujours connue. C'est-à-dire que dès que j'avais, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je me souviens d'elle chez nous. Dimitri Sezman. Et ma mère, c'était en Russie, je me souviens très bien, elle me disait « Regarde là, c'est un grand poète, tu n'en rencontreras peut-être pas d'autres dans ta vie. » Et comme je faisais confiance à ma mère, je l'observais, mais sans croire vraiment que c'était un grand poète, parce que les vers qu'elle disait ne me plaisaient pas. Par contre, ce qui m'impressionnait énormément, c'était la façon dont elle disait ces vers. Oui, il paraît qu'elle avait une diction, une façon de réciter ses vers très particulière. Ah, vous savez, nous avons vécu, donc jusqu'au moment où on a mis tout le monde en prison, mes parents, la famille de Marina, nous avons vécu ensemble dans une datcha des environs de Moscou. Et elle nous invitait souvent à entendre ces vers, des vers qu'elle avait écrits récemment. Et j'étais très impressionné. Je le répète, ces vers, ce n'est même pas qu'ils me déplaisaient, ils me troublaient. C'est-à-dire qu'ils ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais de ce que doit être la poésie. La poésie est quelque chose de beau, de mélodieux, de majestueux, tout ce que vous voulez, mais pas cette espèce de tension nerveuse. Elle écrivait « Je me refuse à vivre dans la maison de fous des non-humains, des inhumains. » Voilà. Et c'était des vers aussi rudes et aussi violents que ceux qui étaient exprimés, à la différence de ce qu'elle écrivait dans sa jeunesse. Mais la façon dont elle disait ces vers, n'est-ce pas, elle était là, elle était tout en gris, elle était vêtue de gris, elle avait les cheveux courts, coupés courts, gris, des bracelets en argent qui étaient gris aussi, son visage était gris. Et elle disait ces vers avec une violence qui me faisait penser alors, et me fait penser encore aujourd'hui, que elle mettait sa vie en question à chacun de ses vers, qu'elle répondait sur sa vie de chacun de ses vers. Je n'ai jamais retrouvé ça. J'ai entendu Pasternak lire des vers. C'était très curieux. Il balbutiait en quelque sorte avec l'air de s'étonner de ce qui sortait de lui. On avait l'impression que lui-même était étonné d'avoir fait ça. Et il le disait comme ça. Ou alors Akhmatova, qui était un immense poète que j'admirais énormément et que j'ai eu le bonheur, non pas vraiment de connaître, mais d'approcher. Et quand elle disait des vers, elle, c'était tout autre chose. Elle était comme une reine, et elle vous faisait entendre qu'elle était le plus grand poète vivant, que vous le teniez pour dit, et que c'est à elle qu'appartenait la vérité dans ce domaine. Tsvetaeva, elle, disait ces vers comme sur l'échafaud. Деревья. В смертных изверясь, зачароваться не чтусь, в старческий вереск, в сребро скользящую сушь. Пусть моей тени славу трубят трубачи, в вереск потери, в вереск сухие ручьи.
старческий вереск, голова камня на рост. Удостоверясь в тождестве наших сиротств, сняв и отринув клочья последней парчи, в вереск руины, в вереск сухие ручьи. Жизнь двоедушья дружбы, удушье уродств, седью и сушью, ибо вожатый суров, ввысь, где рябина краше Давида царя, в вереск седины, в вереск сухие моря. Eux, leur vie à œillère, leur voix bruyante, les gens. Toi, la vieille bruyère, ma terre de glisse argent. Qu'il glorifie mon inerte ombre, clairon, rebec, sœur, bruyère la perte, bruyère, ruisseau à sec. Vieille bruyère, bourgeon sur la pierre brunie. Je considère nos abandons réunis. Et je rumine, et je déchire avec, bruyère la ruine, bruyère ruisseau à sec. Vie, notre double est digne de turbuler la laideur, grise, argentine, puisque le guide est dur, nous, vers le haut, la sorbe, belle, plus que David. Bruyère la grise et l'ordre, bruyère où la mer se vide. De quelle affluence plus vraie de présage vous vient ce silence, l'averse feuillage? De quelle furieuse sibylle recluse vient votre nombreuse mémoire confuse? Ce souffle, il affirme, motus, pour qui souffre le temps comme un crime, l'éternité souffle en vous. Et votre être jouvence démontre le gauche paraître, la dextre de l'ombre, afin que la terre se rouvre et nous semble que sous les paupières l'image retremble, que sous la première la seconde gise, que sous les paupières le mystère agisse, que table soit sable, que s'oublie le stable, cours incontestable, discours détourné. Déluge qui lave, sibylle, devine, voyage de lave, feuillage de ruine. C'est extraordinaire. Alors en russe, comment ça se termine en russe? Каким наитием, какими истинами, о чем шумите вы? Разливы лиственные, какой неистовой сивиллой таинствами, о чем шумите вы, о чем беспамятствуете? Беспамятствуете. Il y a un accent, puis il y a 5 syllabes après, comme ça. Что в вашем веянии, не знаю, лечите обиду времени, прохладой вечности. Et c'est, enfin, on pourrait passer des heures à discuter sur rien que ça. Лечите обиду времени, прохладой вечности. C'est лечите обиду времени. C'est vous guérissez littéralement l'offense du temps par la fraîcheur de вечности, de l'éternité. Et vous comprenez, лечите вечности. C'est pas une rime, c'est une assonance, mais à la fois c'est une rime absolument extraordinaire. C'est un truc de Maïakovski dans une strophe tout à fait rigide. Et alors c'est ça qui est formidable, c'est cette espèce de, comment dire, à la fois il y a c'est emporté comme, bon, c'est le vent dans les feuilles, dans les arbres, mais à la fois c'est le tronc lui-même, quoi, c'est l'arbre lui-même. La strophe, c'est ça, c'est ce contre quoi on se cogne, et c'est explosé par la rime, par les sonorités, par l'intonation, par tout ensemble. Alors d'un côté, c'est rigide, c'est soi-disant classique. De l'autre côté, c'est la violence même. C'est le vent dans l'arbre et contre l'arbre. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Comme si on comprenait un arbre comme une explosion de l'intérieur, et hop, ça fait les branches. Vous voyez, c'est ça. C'est ça une strophe de Tsvetaev. Ça vous change le monde, par une strophe. Andrei Markovitch. Et donc dans les arbres, c'est ça qui s'est passé. Elle a écrit comment? Alors c'est 1922. Alors c'est ça qui est 1922-23. C'est un cycle qui, me semble-t-il, est une discussion avec Pasternak, auquel il a écrit un texte qui s'appelle La Verse de lumière. Et le noyau des arbres,
c'est le mot inverse. Si ma traduction, elle vaut quelque chose, c'est que j'ai essayé de garder ça. Que toute la sonorité vient d'un seul mot, averse. Que tout ça, c'est vers, le vers. Et c'est traverse. Ça, en français, c'est intéressant. Évidemment, c'est pas exactement comme ça en russe, mais c'est très proche. Et c'est ça. Le fait de traverser les choses. Comme le vent, comme la pluie. Et la différence, c'est que chez Pasternak, c'est un poète justement de la pluie, de l'eau. L'eau, le liquide. Tsvetaev, c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. C'est la soif. J'écris sur l'ardoise, sur les éventails fanés, sur le sable des rivières, de la mer, sur les glaces avec des patins, sur les vitres avec ma bague, sur des troncs d'arbres centenaires. Enfin, pour que le monde entier le sache, j'écris par les couleurs de l'arc-en-ciel que tu étais aimé, 3 fois aimé, aimé. Combien j'ai désiré que chacun fleurisse en moi, à jamais, avec moi sous mes doigts, et puis, penchant le front au-dessus de la table, je barrai son nom en long et en travers. Vous savez, cette année, on marque le 50e anniversaire de sa mort, en 1941. Et il faut dire qu'on aime beaucoup commémorer en Russie soviétique les dates de la vie, de la mort des poètes, mais le sort des poètes en Russie soviétique est quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est une espèce de martyrologe. Vous avez Maïakovski, qui était le grand chantre de la révolution bolchevique, qui se tire une balle dans le cœur à 37 ans, en 1930, en voyant ce que ça donnait. Vous avez Yesenin qui se pend. Vous avez Mandelstam qui meurt dans un bagne. Vous avez Tsvetaev qui se pend, elle aussi. C'est absolument hallucinant. C'est pour ça que la vie, la mort et le destin de Tsvetaev sont en quelque sorte presque exemplaires, avec par-dessus le marché, en plus des autres, il y a le fait qu'elle a émigré au lendemain de la Révolution et qu'elle est rentrée au pays, et que tout ça s'est très mal terminé. C'est d'autant plus pathétique que sa vie avait en quelque sorte commencé très bien, sous les meilleurs auspices. N'est-ce pas? Son père était le fondateur d'un musée qui existe encore aujourd'hui à Moscou, qui est le musée des Beaux-Arts de Moscou, qui est un musée magnifique. C'était donc une maison au début, à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. C'était une maison où l'on respirait la culture, la civilisation, où elle a accompagné son père, par exemple, en Allemagne, où il allait chercher des œuvres ou des répliques d'œuvres pour les mettre dans son musée. Elle a respiré cet air de la culture, de l'art, de l'esthétique, de la civilisation, dès sa plus tendre enfance. Sa mère était musicienne. Et sa mère l'a initiée aussi à la culture allemande, qu'elle aimait beaucoup. Vous savez, elle a, pour elle, et l'allemand et le français étaient presque au même titre que le russe. C'était un univers intellectuel et artistique qui lui était familier. Bon, elle a été ce qui n'est pas commun. Elle a écrit. Elle a dans différentes langues. Elle a traduit Pouchkine en français, ce qui, je peux vous assurer que ce n'est pas facile.
Et donc, il y avait dans ce destin tout pour aller plus loin vers des cimes. Et ce n'en a été que plus terrible quand tout a basculé, quand il y a eu et l'émigration, la vie en exil. 2 jours et 3 nuits sans un morceau, ni une gorgée. Gorge serrée. Les soldats apportent des journaux sur du papier rose. Le Kremlin et tous les monuments sont détruits. Le 56e régiment. On a fait sauter les bâtiments avec les Junkers et les officiers qui avaient refusé de se rendre. 16 000 morts. À la station suivante, c'est déjà 25 000. Je me tais. Je fume. L'un après l'autre, mes compagnons de route changent de train et repartent en sens inverse. Un rêve. 2 novembre 1917, dans la nuit. Nous sommes en fuite. Un homme sort d'une cave avec une carabine. Je le prends, en joue, avec ma main, et rien dedans. Il abaisse sa carabine. C'est un jour de soleil. Nous escaladons des tas de pierres. S me parle de Vladivostok. Nous avançons en calèche dans les décombres. L'homme a de l'acide sulfurique. Les nouvelles sont incertaines. Je ne sais que croire. Je lis le Kremlin, le boulevard de Tver, l'Arbat, l'hôtel Métropole, la place de l'Ascension, des monceaux de cadavres. Le journal La vie de Koursk d'hier, le 1er novembre, dit que le désarmement a commencé. J'ai constamment l'impression que tout ceci est un épouvantable rêve. J'attends sans cesse quelque chose qui va brusquement se produire et qui fera qu'il n'y a pas eu de journaux, rien. Que tout cela m'est venu en songe et que je vais me réveiller. Я вот приведу маленький кусочек из... Вы это потом можете все вынуть, это же не прямо в эфир идет. Но вот Цветаева в 20-м году писала контрреволюционные стихи на стороне белого движения. Но интенционно очень близко к Маяковскому. Andrei dit que Andrei Siniavski. Au début des années 20, Tsvetaeva était de côté russe blanche, l'armée blanche. Et donc elle écrivait ouvertement la poésie contre-révolutionnaire. Donc ce poème est consacré à l'empereur russe Piotr Pierre le Grand, et donc qui était, on dirait, révolutionnaire à la limite des siècles XVII et XVIII. Я сказал, что я прочту кусок, я хочу прочесть кусок. Пожалуйста, не пугайтесь. N'ayez pas peur. Вся жизнь твоя в едином крике на дедов за сынов. Нет, государь, расправеликий, распорядитель снов,
не на своих сынов работал, без сам на торжество, царь-плотник, не стиравший пота с обличья своего. Не будь тебя, все так же санки тащил бы мужичок, не гнил бы там на полустанке последний твой внучок, не ладил бы, лба не подъемля ребячьих кораблев, вся Русь твоя, святая в землю, не шла бы без гробов. Ты под котел кипящий этот сам подложил углей, родначальник ты советов, ревнитель ассамблей, родначальник ты развалин, тобой скиты горят, твоей же рукой провален твой баснословный град. Ну и так далее. Переводить, конечно, не надо. Il dit qu'il ne faut pas traduire. Je vois que vous avez un disque terrestre. Oui. Ouais, il y a des choses très belles sur quand elle cherche des pommes de terre C'est pour à nourrir Moscou. sa fille. C'est à Moscou en Oui, 1919. Ou quand elle veut échanger du tissu contre du lard. Oui, il y a aussi quand elle... les passages où elle raconte son emploi. Ah oui, c'est très très drôle ça, oui. À la Tchéka. Oui. Vous voulez qu'on lise ça, la Tchéka? Oui. Oui, mais il y a ouais, avant, page 58, quand on lui propose, on lui dit... on lui propose le travail. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous forcera à fusiller des gens. Vous n'aurez Oui, qu'à faire de la copie. La copie des fusillés? Ah, mais vous ne voulez pas comprendre, comme si je vous invitais à travailler à la Tchéka. Des gens comme vous, là-bas, on n'en a pas besoin. Ce sont des ennemis. Oui, parce que mes emplois, prologue, Moscou, le 11 novembre 1918, et ça commence par Marina Ivanovna, vous voulez un emploi. Oui. Mais ce que je regardais, c'était page 93. C'est... Vous voyez, 25 avril Oui. 1919. 25 avril 1919. Je quitte le commissariat. Je m'en vais parce que je n'arrive pas à composer une classification. J'ai essayé, j'ai fait de gros efforts. Rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Composer, confronter, répartisser. Sous chaque partie, il y a une sous-partie. Ils disent tous la même chose, en chœur. J'ai interrogé tout le monde, depuis le chef du département jusqu'au coursier qui a 11 ans. C'est tout à fait simple. Et surtout, personne ne veut croire que je ne comprends pas. Tout le monde rit. En fin de compte, je me suis assise à mon bureau, j'ai trempé ma plume dans l'encre, j'ai écrit « classification ». Puis après avoir réfléchi « division ». Puis après avoir encore réfléchi « subdivision ». À droite et à gauche, puis plus rien. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'humour. Ah ouais. Mais ce qui vous plaît en elle, c'est sa révolte, sa rébellion. Ben, je trouve qu'elle a une lucidité extraordinaire. Une telle exigence face à la création qui en est... Je sais pas, c'est magnifique, c'est émouvant, quelqu'un qui est comme ça tout le temps Et toute est entière. Entière dans la création, complètement. Spartiate, elle disait. Oui. Et qui a été dépouillée de tout, et ça n'importe peu. Il y a dans un livre la liste des objets qu'elle emmène, par exemple. C'est très peu.
Oui, c'est la liste des objets qu'elle amène en quittant Moscou. Oui. En 19. Et c'est Alia qui a 9 ans, qui rajoute les choses importantes. Les chaussures, les chaussons. Enfin, les choses plus concrètes de la vie. Voilà. Liste objets précieux à emmener à l'étranger. Boîte à crayons avec le portrait de Touchkov. Encrier de Tchabrov avec le joueur de tambour. Assiette au lion. Verre à thé de Serioja. Portrait d'Alia. Boîte à couture. Collier d'ambre. Sa fille a ajouté de sa main mes bottes de feutre, les chaussures de Marina, la cafetière rouge, le nouveau gobelet rouge, lampe à pétrole avec aiguille, mon lion de velours. C'est étonnant aussi le rapport qu'elle a avec sa fille Alia, Ariadne. Oui. Cette fille qui lui sert un peu aussi de mère, comme on voit. De mère, oui, complètement. Avec qui elle a un échange d'adulte à adulte. Ah oui, c'est très étonnant ça, parce que quand elles sont toutes les deux dans la chambre à Moscou en 19, après la journée de travail qu'elle décrit très bien, sa journée à Moscou où elle doit chercher de l'eau, chercher à manger, et c'est très compliqué. Et le soir, quand elle a couché la petite Irina et qu'elles ont mangé... Irina, c'est la deuxième fille. Oui, la deuxième fille. Alia écrit à sa mère, où elle lit pendant que sa mère écrit. Et cette notation de Marina, elle m'écrit une lettre. Ce rapport absolument intense entre ces deux êtres. En 1919, elle s'est retrouvée dans une situation étrange. En vivant dans Moscou rouge, elle écrivait des vers consacrés à l'armée blanche. А муж ее в это время воевал в белой армии. Et pendant ce temps-là, son mari était dans l'armée blanche. Она ничего не знала о судьбе мужа, и потом, когда эмигрировала и встретилась с мужем, попала в другую странную ситуацию. Она оказалась среди белых красной. Elle n'avait pas de ses nouvelles à cette époque, quand elle était encore à Moscou en 1919. Et donc, après avoir quitté Moscou, après s'être retrouvée à Paris, parmi les Blancs, elle s'est retrouvée comme rouge. Но не столько политически красной она оказалась, сколько поэтически красной. Mais elle n'était pas politiquement rouge, elle était poétiquement rouge. И поэтому ее судьба очень трагична. Среди красных она была белой, среди белых стала красной. C'est pour ça qu'on peut dire que son destin était très tragique, parce que parmi les rouges, elle était blanche, parmi les blancs, elle était rouge. Il me semble, moi, que Tsvetaeva a été d'abord c'était, comment dire, une femme d'honneur. André Markovitch. C'est-à-dire son mari était chez les Blancs, donc c'est les Blancs qui avaient raison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il y a une espèce de mythe de ceux qui perdent. On est avec ceux qui ont perdu. La troisième chose, c'est que
elle avait de bonnes raisons d'en vouloir à la Révolution. Pendant la famine, sa fille est morte. Elle est morte de faim. Irina, oui. Et par conséquent, mais ça c'est dans Indice terrestre, il y a des choses formidables sur ça. Bon, donc tous les poèmes qu'elle a écrits, Pérécope et tout ça, moi je les prends pas comme des hymnes tsaristes. C'est simplement une espèce d'épopée de ce qu'on a perdu, de ce qui aurait pu être. Or, mais ça n'était pas, et ça n'aurait jamais pu être. Et c'est aussi une autre façon de faire de la poésie, quoi. C'est ça. Et parce que c'était un être entier, de mettre ses actes en concordance avec le plus profond, c'est-à-dire avec son travail. Et donc de partir. Et donc de revendiquer ce statut-là. Et naturellement, après, arriver ici, elle se rend compte que mais ça n'a rien à voir, que les officiers blancs qu'elle glorifie et les officiers blancs qu'elle voit à Paris ou à Prague ou je ne sais pas où, il n'y a rien à voir, simplement rien. Et du coup, il y a la solitude. Parce que les blancs pensent que Tsvetaev, c'est quand même leur écrivain. D'ailleurs, ils préfèrent pas Tsvetaev, mais je ne sais pas moi, Adamovitch ou Bounin, et pas Tsvetaev, qui est de toute façon incompréhensible et de toute façon hystérique et de toute façon tout ce qu'on peut trouver. Et puis voilà. Et elle reste comme ça, devant rien, quoi. Devant rien. Je te vois aux yeux noirs. Séparation. Élancé. Séparation. Solitaire. Séparation. Avec un sourire étincelant, comme un poignard. Séparation. Tu ne me ressembles pas du tout. Séparation. Tu ressembles à toutes les mères qui meurent jaunes. Tu ressembles aussi à la mienne. Séparation. Tu arranges de même ta voilette dans l'antichambre. Tu es Anna au-dessus de Serioja endormie. Séparation. Parfois tu t'engouffres dans une maison en gitane aux yeux jaunes. Séparation. En Moldave. Séparation. Sans frapper. Séparation. Comme un vent de maladie fait irruption dans nos veines, une fièvre, séparation. Et tu brûles, et tu sonnes, et tu frappes, et tu siffles, et tu hurles, et tu tonnes, et, en soie déchirée, en loup gris, séparation, qui n'épargne ni l'aïeul, ni l'enfant, séparation. Hibou noir, séparation. Jumeau des steppes, séparation. N'es-tu pas un fils de résine, aux larges épaules, costaud et roux? N'ai-je vu un fauteur de pogrom? Séparation de pogrom qui étripe bétail et édredon. Aujourd'hui, tu t'appelles Marina. Séparation. Vous savez, je ne suis pas du tout un spécialiste. Dimitri Sezman. Un historien de la littérature. Et si j'ai quelques titres à me trouver ici, c'est d'abord parce que les circonstances ont voulu que nos familles se soient connues. La mienne est celle de Marina Tsvetaeva. Nous nous connaissions bien quand nous étions émigrés en France et nous nous sommes retrouvés ensemble en Russie au retour. Donc j'ai surtout connu Tsvetaeva dans la dernière partie de sa vie, qui était aussi la partie la plus tragique de son existence, où tout s'était écroulé autour d'elle. Vous savez, comme certains, elle avait
ce trait particulier de sa personnalité artistique, il lui fallait pour vraiment aimer quelqu'un ou quelque chose que ce soit éloigné, que ce soit loin. C'était vrai aussi bien pour les hommes que pour les événements. Il lui a suffi de quitter la Russie en pleine révolution. Au bout de quelques années, la révolution avait pris pour elle des aspects mythiques. Elle lui trouvait des mérites, une espèce de gloire. Et par exemple, elle admirait beaucoup Maïakovski. Ils appartenaient à peu près à la même génération, mais lui était en Russie, et elle était en France. Elle l'admirait, elle lui écrivait, elle lui dédiait des vers enflammés, le voyait en jeune chevalier, jeune paladin de cette révolution, porteur de quelque chose de grand, de beau, de noble, de jeune. Elle aimait beaucoup Pasternak aussi, qui était resté à Russie. Alors, le cas de Pasternak, c'était encore plus remarquable. C'était vraiment une espèce de roman d'amour épistolaire. Elle admirait énormément la poésie de Pasternak. Elle lui écrivait des lettres magnifiques. Elle a écrit de la prose sur Pasternak, de la très belle prose. Mais quand elle a rencontré Pasternak, ça n'a rien donné de très intéressant. D'autant plus que sa rencontre avec Pasternak a été assez dramatique parce qu'il l'a rencontré à Paris peu avant son retour. Et après, de longues années après, il a dit, Pasternak, « Je me reprocherai toute ma vie de ne pas l'avoir dissuadé de rentrer. » Une traduction d'Ève Malray d'un poème dédié à Boris Pasternak. Distance, des verstes, des milliers, on nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien, transplantés sur la terre à deux extrémités. Distance des verstes, des espaces. On nous a dessoudés, déplacés, disjoints les bras, deux crucifixions, ne sachant que c'était la fusion de talents et de tendons noués, non désaccordés, déshonorés, désordonnés, murs et trous de glaise, écartés on nous a tels deux aigles conjurés, des verstes, des espaces, non décomposés, dépaysés, au gîte perdu de la planète déposés, deux orphelins qu'on jette. Quel mois de mars? Non mais, quelle date? On nous a défaits, tel un jeu de cartes. C'est 24 mars 1925. Maintenant, quand Tsvetaeva est arrivé en URSS, Pasternak l'a aidé, mais a essayé plutôt de l'éviter. Parce que la vie ne correspondait pas. C'est-à-dire, c'est ça qui est dramatique dans cette histoire. On parle de génération. Il y a eu, entre 1889, naissance d'Akhmatov, et 1893, naissance de Maïakovski, ou 15, en 1885, Khliebnikov et 1895, et Sienin, une génération de poètes absolument tous extraordinaires. Khliebnikov, Maïakovski, Pasternak, Akhmatova, Mandelstam, Yesenin, Tsvetaeva. Il y a beaucoup de littératures qui n'ont pas des poètes comme ça dans toute leur histoire. Et là, en l'espace de quelques années. Et naturellement, ils étaient ensemble, ils se fréquentaient, naturellement. Mais naturellement, ils ne se comprenaient pas. C'était... Parce que chaque poète de cette ampleur tente à occuper tout l'espace. Mal du pays. Tocard, ce mal démasqué il y a longtemps. Il m'est parfaitement égal où me trouver, parfaitement seul. Sur quel pavé je traîne, cabas au bras, jusque chez moi, vers la maison, plutôt caserne, qui ne sait pas qu'elle est à moi. Il m'est égal
À qui paraître lion en cage? Devant quels gens et de quel milieu humain être expulsé immanquablement en moi-même, dans l'isoloir du cœur? Mal vivre, qu'importe où m'avilir, moi, ours polaire sans sa banquise, je m'en fous. Même ma langue maternelle, au son lacté, je m'en défie. Il m'est indifférent en quelle langue être incomprise, et de qui? Du lecteur, du glouton de tonnes de presse, abreuvoir de potins. 20e siècle, c'est un homme. Avant tout siècle, moi, je vins. Bûche abandonnée sur les dalles d'une allée durcie, de partout, tout m'est égal, les gens se valent, et peut-être, par-dessus tout égal, ce qui fut le plus cher. De moi ont disparu d'un coup tout signe, date et repère, une âme née on ne sait où. Mon pays a si peu pris garde à moi que le plus fin limier sur mon âme de long en large ne verra rien de familier. Temple ou maison, vide, personne. Tout m'est égal, rien à parier. Mais si sur le chemin buissonne un arbre, et si c'est un sorbier? Il y avait aussi cette façon de pousser toujours les sentiments à l'acmé, de cette tension dont vous parliez tout à l'heure dans ces vers. Il y avait, c'était quelqu'un d'excessif. Toujours dans l'urgence. Oui, c'était quelqu'un de parfaitement invivable. Ce qui est assez curieux parce qu'enfin, elle avait vécu toutes ces années d'émigration en France, donc environ plus de 15 ans. Elle avait vécu dans des conditions très difficiles, matériellement. Ils habitaient dans des appartements minables, toujours sans le sou, qui auraient dû l'assouplir en quelque sorte, mais pas du tout. Je pense au milieu de l'émigration russe, et où elle n'arrive pas vraiment Elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas vraiment intégrée. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela, mis à part les traits particuliers de sa personnalité. Par exemple, il y a l'émigration, comme toute émigration, était, comment dire, politiquement très marquée. Il y avait ceux qui étaient, mettons, pour le tsar, ceux qui étaient pour le libéralisme, ceux qui étaient, je dis comme ça, grossièrement. Il y avait des clivages politiques assez nets. Elle, ça ne l'intéressait pas vraiment. Et pourtant, par exemple, elle a fait tout un recueil de poèmes consacrés justement à l'armée blanche, à ce qu'on appelle l'armée blanche, sur le Don. Ça s'appelle le camp, CAMP, le camp des cygnes, CYGNES, le camp des cygnes. Mais c'est déjà de la légende pour elle. Tout devient légende chez elle. Oui. Y compris sa propre existence. Comme je vous le disais, n'est-ce pas, l'exil et donc l'éloignement est presque pour elle une condition. Et comme, à la différence de nombreux poètes russes, elle n'était pas vraiment croyante. Elle avait des relations complexes avec Dieu, avec la religion, et donc il lui fallait ce qui lui manquait dans le ciel, hein, si on peut dire, mais comme il lui fallait quand même une sorte d'élévation, c'est donc dans l'éloignement. L'éloignement et puis en même temps cette ascension, il y a cette idée de vol. De lévitation presque. Voilà, il y a cette ascension, mais qui ne sort pas d'elle-même. Elle s'élève, mais c'est toujours en elle-même. C'est toujours en elle-même. Dieu lui a manqué. Faut dire aussi, des fois, elle est plus moins supportable.
Elle est insupportable. Ah, absolument insupportable. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire, elle savait qui elle était. Et elle se sentait toujours agressée. Par tout le monde et par... C'est-à-dire, il y a des gens auxquels les autres peuvent apporter beaucoup. Et il y a des gens que les autres ne peuvent que déranger. Et c'est généralement les plus grands poètes. Et Tsveta, elle va être de ce genre-là. C'est-à-dire que elle vivait qu'en elle-même, c'est naturel. Mais elle-même, c'était le monde. C'est pas une question de vivre en elle-même. Mais très souvent, il paraît... Enfin, je sais pas. Elle avait une attitude très, très arrogante, et à la fois très, très bizarre, quoi. Et dans sa prose, des fois, ça se voit. Des fois, on a l'impression qu'elle se prend pas pour rien. Elle a raison. Mais des fois, il y a aussi des fois un côté hystérique. Ouais, il y a un côté hystérique. Et c'est très surprenant, parce que ce qui, pour un homme, par exemple pour Mayakovsky, paraît épique, pour une femme devient hystérique. Pareil hystérique. C'est-à-dire, on dénie à la femme le droit à l'épopée, au cri. Et justement, c'est ça qui est difficile, c'est être une femme avec cette violence en soi. Quand on est Akhmatova, et qu'on est, comment dire, à la fois Dieu le Père, l'Apollon du Belvédère et tout ce que vous voulez, et un bloc de marbre en soi, c'est très bien. C'est je suis belle ou mortelle comme un rêve de pierre, et puis point final. Et c'est grandiose et c'est beau. Mais quand c'est pas ça qu'on cherche, quand on cherche justement le feu, l'incandescence, le vent, c'est difficile. Elle brûle tout. Elle brûle tout le temps. Mais quand ça brûle vraiment, c'est-à-dire que ça brûle les gens qui s'approchent. Les gens qui sont autour d'elle, ça leur faisait peur. C'est ça le malheur de Tsvetaeva. Encore une fois, je repense à Mayakovsky. Mayakovsky dit, quand est-ce que je pourrais trouver quelqu'un, takova kakia dlinnanogova, un type qui a les jambes aussi longues que moi. Et lui-même ne trouvait rien. Et Tsvetaeva ne trouvait personne. Il y avait personne à qui parler. Mais c'était vrai, c'était un fait. Or Tsvetaeva, elle avait besoin d'aimer quelque chose, mais qui soit au moins à son niveau. Par conséquent, elle avait, me semble-t-il, absolument besoin de grandir les choses. Or, elle ne pouvait, me semble-t-il, que aimer ou haïr. C'est-à-dire, l'indifférence chez elle n'existe pas. C'est-à-dire que les types qui lui sont indifférents, c'est de la haine. Mais c'est comme ça. C'était un être, mais très très malheureux. Entièrement déplacé. Mais naturellement, enfin, Et si elle avait été un homme, ça aurait pu être absolument grandiose. Pourquoi ça ne l'est pas? Mais imaginez Rimbaud en femme. Impossible. C'est grandiose, mais c'est comment dire? C'est douloureux. C'est un truc grandiose et douloureux. Le mot qu'elle dit souvent, le plus important, je trouve, ce qui la définit le mieux, elle dit « Pour moi, l'aventure, c'est le mot ». Je crois que toute petite, elle a découvert que l'aventure, c'était le mot. Elle raconte par exemple que, toute petite, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, elle parlait déjà un peu le français et l'allemand. Sa mère lui avait appris l'allemand, le français. Et il y avait des mots qui la fascinaient. Par exemple, des mots en français comme jadis, ténèbres. Oui. Et c'était des sonorités qui la charmaient. Elle disait d'ailleurs, il ne faut pas expliquer aux enfants, il faut les envoûter. Il faut les envoûter, oui, absolument. Oui. Il faut les ensorceler. Là, si vous voulez, j'ai une chose. Oui. Sur l'éducation. Ce n'était pas une éducation, c'était une mise à l'épreuve. Ma mère mettait à l'épreuve la force de résistance de notre cage thoracique. Allait-elle céder? Non, elle n'a pas cédé. Au contraire, elle est devenue si vaste que par la suite, et même maintenant, rien ne peut ni la remplir ni la nourrir. Ma mère nous faisait boire à la veine ouverte du lyrisme. Tout comme nous, plus tard, ayant ouvert les nôtres, nous nous efforcions de faire boire à nos enfants le sang de notre propre douleur.
Leur bonheur est que ce fut un échec, le nôtre que ce fut un succès. Après une mère comme elle, il ne me restait plus qu'une chose à faire, devenir poète. Elle a passé son temps à se cogner dans les murs. La strophe, pour elle, c'est ça. C'est un mur. C'est-à-dire, c'est ce qui existe. Alors, vous avez une strophe, un octosyllabe. Pouchkine, il a fait un quatrain d'octosyllabe, je sais pas, disons, hein. Pasternak, les premiers poèmes, il y a des poèmes de Pasternak qui sont quatrains d'octosyllabe. Tsvetaeva respecte ça. Ça veut dire, bon, je suis au monde. Et à l'intérieur, elle casse tout. Mais comme elle casse pas, puisque la strophe reste, ça fait une espèce, mais vraiment, d'explosion figée. D'implosion. Et c'est une suite. Et c'est ça qui est formidable. Il y a une strophe, mais il n'y a pas de vers, puisqu'il y a toujours des rejets. C'est-à-dire que c'est absurde. Une strophe, c'est des vers. Il y a pas, la notion de vers n'existe pas. Et c'est toujours comme ça. Et c'est fatigant. Ça me rappelle un traducteur de la Divine Comédie, Lazinski. Disait que c'était très difficile de traduire la Divine Comédie parce qu'au premier tercet, il fallait connaître le dernier. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Et que c'était basé sur ça d'ailleurs, le fait qu'il n'y a pas d'arrêt. Tsvetaeva, c'est pareil. Il n'y a pas d'arrêt. C'est une espèce de flot continu, sauf que c'est un flot d'explosion. Скрыла жилы. Неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки. Всякая тарелка будет мелкой, миска плоской. Через край и мимо в землю черную питать тростник. Невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих. Je m'ouvre les veines, irrécupérables et ingarottables. La vie coule à flot. Mettez au-dessous assiettes et seaux. Toutes les assiettes seront toujours plates, petits les seaux. À côté, débordant, sur la terre noire, nourrir la fougère. Tombe irréversible, irrécupérable et ingarottable. L'averse des vers. C'est-à-dire, elle est toujours sur la note la plus haute. Il y avait quelqu'un, je crois que c'est Akhmatov qui disait ça, mais je ne suis pas sûr que c'est Akhmatov. C'est que, généralement, un poème, ça commence, disons, à un certain niveau, puis ça monte. Elle commence haut, et elle monte encore. C'est ça. Mais ça engendre un certain côté rhétorique, qui peut être un défaut. C'est-à-dire que c'est très très rhétorique chez elle. Tout est très rhétorique. Tout est construit d'une façon absolue, rigide. La construction est mathématique toujours. Et on se demande comment est-ce qu'elle peut faire pour monter. Elle monte toujours, elle monte toujours, elle monte toujours. On dit mais est-ce qu'elle va pas s'arrêter? Alors il y a encore un autre truc absolument formidable chez elle, c'est l'idée de l'ascension. Un poème de la montagne, poème de l'escalier. Alors, elle explique dans De vie à vie comment est-ce qu'elle montait avec Voloshin à Koktebel. Et c'est exactement ça. Il y a le poème, comment dire, qu'elle a adressé à Voloshin, s'appelle Ici haut. Pas ici bas, ici haut. Mais en français, ça s'appelle en français Ici haut. Et c'est ça. C'est je suis haut et je monte encore. Et ceux qui ne peuvent pas me suivre, eh ben c'est pas la peine. Mais à force, on se retrouve toute seule. D'où les mythes. C'est ça. Donc, vous comprenez, chez Tsvetaeva, bien sûr, c'est capital d'avoir la biographie. Parce que c'est d'un certain côté un poète biographique. Car elle s'adresse à des personnes réelles, elle vit dans un monde réel. D'un autre côté, ce qui compte, c'est ce qui ne l'est pas réel. Il faut connaître la biographie pour voir quelle est la différence. Que
que tout ce qu'on peut trouver sur sa vie est naturellement faux. C'est faux en toute bonne foi. Parce que, ou en tout cas, c'est en quelque sorte donner raison à sa vie qu'elle n'aimait pas. On ne guette pas les lettres ainsi, mais la lettre. Un limbeau de chiffon autour d'un ruban de colle. Dedans, un mot. Et le bonheur. C'est tout. On ne guette pas le bonheur ainsi, mais la fin. Un salut militaire et le plomb dans le sein. 3 balles. Les yeux sont rouges, que cela. C'est tout. Pour le bonheur, je suis vieille. Le vent a chassé les couleurs. Plus que le carré de la cour et le noir des fusils. Que le carré de l'enveloppe, encre et attrait. Pour le sommeil de mort, personne n'est trop vieux. Que le carré de l'enveloppe. Mais pourquoi finalement a-t-elle choisi de rentrer? Je crois que c'est aux environs de 1936-37 qu'elle rentre. Elle rentre en 39. 39. Alors, ça, nous entrons là dans le feuilleton à la John le Carré. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait choisi de rentrer. Les circonstances l'ont obligée. Son mari, Serge Effron, qui était un ancien officier de l'armée tsariste, blanche, comme on dit, il a été, comme bon nombre d'émigrés, il est devenu un partisan chaleureux du régime soviétique. C'est-à-dire que, c'est vite dit, mais imaginez ces gens qui vivent mal matériellement, très difficilement, qui vivent tous les avatars, tous les déboires, toutes les misères de l'exil. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils se demandent, est-ce qu'ils ont bien fait de partir? D'autant plus que ils voient au cinéma des films soviétiques montrant l'épanouissement de la vie nouvelle. Ils voient des actualités soviétiques avec des usines magnifiques. Ces gens qui n'ont jamais vu une usine de leur vie. Mais il leur semble que des usines, ça n'existe que sous le socialisme. Et quand on leur montrait des ouvriers métallurgistes en train d'enfourner je ne sais quoi dans une gueule béante et enflammée, ça leur semblait Prométhée bâtissant un monde nouveau. Ou bien quand ils voyaient des paysans, des kolkhozes qui allaient en chantant rentrer une récolte superbe. Alors, quand on leur disait que les gens crèvent de faim, quand on leur disait que le pays se couvre de camps de concentration, ils refusaient de le croire. Ils refusaient de le croire. Et si vous ajoutez à cela tout ce qu'on appelle maintenant l'intelligentsia progressiste de l'époque, qui va de Romain Roland à André Malraux, de Bernard Shaw à je ne sais plus qui encore, qui chante également la gloire, cette grande lueur qui monte à l'est, Henri Barbus, qui écrit un livre absolument délirant à la gloire de Staline, sous le titre « Un monde nouveau vu à travers un homme », et dit cet homme qui a le visage d'un ouvrier, la tête d'un savant et un habit de soldat, et en qui sont tous les espoirs. C'est un intellectuel français qui écrit ça. Alors quand tout cela se conjugue, peu à peu, vous voyez ces gens qui commence, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer? Et à ce moment-là, il se trouve des gens très compétents qui leur disent « Oui, c'est très bien que vous vouliez rentrer, mais n'oubliez pas, vous avez été nos ennemis, vous nous avez combattus sur les champs de bataille, alors vous devez démontrer que vous avez changé.
et vous devez faire quelque chose pour votre pays. Et qu'est-ce qu'on a demandé à Tsvetaeva? Alors on leur demandait des choses tout à fait simples et anodines, comme par exemple de tuer quelqu'un. Comme on a demandé à Serge Effron, le mari de Tsvetaeva, de liquider un agent soviétique qui s'appelait Poretsky, mais qui était connu sous le nom de Ignace Reis, et qui avait fait défection. On lui a dit de le tuer, et il l'a tué. Et Marina a été donc fidèle jusqu'au bout et l'a suivi à Urs. Voilà, cette affaire Reis, l'assassinat de Reis s'est passé en Suisse, du côté de Lausanne, je crois, et après ça, Effron a dû repartir précipitamment. C'était en 1937. Et Marina est restée en France avec son fils un certain temps, Mour. Et puis elle est rentrée, elle aussi, 39, elle est rentrée en 39, et peu après, son mari a été arrêté et un peu plus tard liquidé, fusillé. Sa fille aussi a été internée dans un camp. Mais elle a survécu. Et elle est sortie en 1955. Alors elle, Marina, est restée avec son fils et avec, comment dirais-je, avec cet écroulement total de tout. Et vous savez, c'était l'époque où fleurissait sur les terres fertiles du socialisme une terreur absolument sans nom. Et tout le monde s'est détourné d'elle. Elle s'est trouvée dans une espèce de vide. Alors elle est allée trouver un écrivain soviétique connu, Ilya Ehrenburg, qui a eu son heure de gloire, et qui était le grand occidentaliste. Il vivait une partie de l'année à Paris, il parlait français, il tutoyait Picasso, il écrivait des livres sur le style de la Chartreuse de Parme. C'était quelqu'un de très bien. Et au cours d'un de ses séjours à Paris, il a dit à Tsvetaeva, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi êtes-vous au milieu de ces immigrés qui ne vous comprennent pas ? Votre vrai public est là-bas, en Russie, au pays, vous devez rentrer Elle disait, en Russie, je n'ai pas de livres, et ici, en France, je n'ai pas de lecteurs. Voilà. Et il lui a dit, là-bas, vous tirerez à des dizaines de milliers d'exemplaires, on n'attend que vous là-bas. Et donc, quand elle s'est retrouvée toute seule, Marina, elle est allée trouver Ehrenburg à Moscou, en lui disant... Vous me disiez de rentrer, vous me disiez que on m'attendait ici. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Mon mari est en prison, je ne sais pas ce qu'il devient, ma fille est en prison et je suis resté avec mon fils sans ressources, sans rien. Et Ehrenburg lui a dit, Marina, il y a des intérêts supérieurs du peuple et de l'histoire qui dépassent de beaucoup nos destins particuliers. Marina lui a dit « Vous êtes un salaud ». Elle est partie en claquant la porte. Je n'y étais pas, mais son fils me l'a raconté. Et Ehrenburg a relaté cette entrevue dans ses mémoires avec une seule phrase. Il a dit « Nous n'avons pas pu avoir de véritable conversation ». C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Là-dessus survient la guerre. En 1941, beaucoup de gens sont, comme on dit, évacués, quittent la capitale, et elles se retrouvent dans un petit bled absolument perdu, au fond de la Tatarie, qui s'appelle Yelaboug, dans des conditions absolument horribles, et au bout d'un certain temps, elles se pendent. Ну и поэтически она тоже была, конечно, неприемлема в Советском Союзе. Поэтически. Она просто оказалась чужой, и когда началась война, и она попала в безвыходное положение, в эвакуации, просто ей есть уже было нечего,
И она повесилась. Même poétiquement, elle n'était pas acceptée non plus à l'Union soviétique. Et déjà avant la guerre, que c'est la fin des années 30, elle était dans la misère. Elle n'avait rien à manger. Elle était extrêmement seule. Et voilà, elle s'est pendue. La Russie est pour moi peut-être un autre monde. Ça peut être bien, ça peut être très mal. Quand on voit ce que c'est, alors c'est carrément moche. Et ça s'en voit plus. Voilà. Et là, elle a dit une chose sidérante. Il y a une note comme ça. Je peux écrire et je peux ne pas. C'est qu'à son retour, elle n'a plus rien écrit. C'est ça, quand la passion finit par abandonner. Elle s'est tue. Sa fille avait été arrêtée, son mari était fusillé, etc. Donc, je peux écrire et je peux ne pas. Il faut comprendre qui dit ça, cette Tsvetaeva. Si c'est quelqu'un pour lequel écrire, ne pas écrire, c'est mourir d'asphyxie. Et donc 2 ans après, elle se pend. C'est encore une fois le manque d'air. C'est ça. Quand la réalité rattrape. Mais j'aimerais que vous me disiez ça. Ça, c'est pas un poème. C'est un petit texte qui a été écrit en 1918 par la fille de Marina Tsvetaeva, par Ariadne, qui devait avoir à l'époque peut-être 6 ans. Oui, je connais cette lettre. Ma mère. Ma mère est très étrange. Ma mère ne ressemble pas à une mère. Les mères admirent toujours leur enfant et ceux des autres, alors que Marina n'aime pas du tout les enfants. Elle a les cheveux châtain clair, ils frisent sur les côtés. Elle a les yeux verts, le nez busqué et les lèvres roses. Elle est mince et grande, et j'aime ses bras. Son jour préféré, c'est l'Annonciation. Elle est triste, vive, elle aime les vers et la musique. Elle écrit des vers. Elle est patiente. Elle endure toujours tout jusqu'à la dernière extrémité. Elle est emportée et aimante. Elle est toujours pressée. Elle a une grande âme, une voix douce, une démarche alerte. Marina a les doigts pleins de bagues. Marina passe ses nuits à lire. Elle a presque toujours les yeux moqueurs. Elle n'aime pas qu'on l'ennuie avec des questions bêtes. Elle se fâche alors terriblement. Parfois, elle va et vient, éperdue, puis, soudain, elle semble s'éveiller, elle commence à parler, puis c'est à nouveau comme si elle s'en allait, on sait où. Je trouve que c'est un des plus beaux portraits de Marina Tsvetaeva. Ah oui, en tout cas, un des plus tendres. Bien qu'elle dise qu'elle n'aime pas les enfants, quand même. Moi,
avant d'avoir lu cette lettre, j'avais jamais rencontré ces portraits, même à peu près proches de ce qui est là, dans cette lettre. C'était toujours, c'était différent, c'était parfois contradictoire, mais ce n'était jamais tellement inattendu, je dirais. Une voix douce, par exemple. C'est un peu au contraire de ce qu'on s'imagine. Une grande âme, oui. Une démarche alerte. Marina Tsvetaeva. Marina Tsvetaeva, 1892-1941. Anna Miasedova, Catherine Houdin, Dimitri Sezman, Andrei Signavski et Andrei Markovitch.